Merci à vous d'être venu pour cette conférence. Alors je vais vous parler effectivement, comme l'a dit Alexandre, de fibre optique. Alors les fibres optiques, si je vous demande spontanément à quoi vous fait penser le terme, enfin c'est déjà un terme que vous connaissez a priori, la plupart d'entre vous ça évoque quelque chose. Et en général, si je vous demande à quoi cela va vous faire penser, normalement il y a 2 ou 3 applications qui doivent ressortir. Alors la première, communication, ouais, ça c'est effectivement la première. Et puis après, il y a un autre objet, donc on peut les visualiser ici. Donc on a tout cet aspect effectivement fibre optique qui est associé aux télécommunications. Donc là, c'est ce qu'on voit par exemple sur cette pub. Alors bon, j'ai pas mis le nom de l'opérateur, on le devine à la couleur. Alors on peut noter au passage le choix de la phrase qui est passée à la vitesse de la fibre. Alors effectivement, on travaille sur les fibres optiques. Alors passer à la vitesse de la fibre, il y a quelque chose qui me dérange un peu dans la formulation de la publicité, parce que si vous prenez un bout de fibre optique et vous le posez sur la table, la fibre en elle-même ne va pas avancer énormément, elle ne va pas avancer très très vite. Donc on voit que c'est pas bon. Voilà, évidemment c'est un spot, c'est un slogan publicitaire. Et ce qui va être plus intéressant, alors à votre avis, qu'est-ce qui est sous-jacent à cette idée de passer à la vitesse de la fibre? Pourquoi est-ce qu'on Qu'est-ce qui fait que passer à la vitesse de la fibre, il se passe quelque chose d'extraordinaire? Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, c'est une fibre optique. Donc, dans le mot fibre, il y a la fibre, donc on va parler de ça. Et après, il y a l'aspect optique, donc c'est le fait que ça va transporter de la lumière. Donc, on voit effectivement ce fil lumineux. Alors ça, c'est l'image qu'on en a. Après, il y a aussi l'autre aspect avec le sapin de Noël. On va se rapprocher des périodes de Noël. Donc, on a tout ce petit objet multicolore fait avec plein de fibres. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est effectivement bien ancré, le terme de fibre optique est bien ancré dans notre quotidien. Là, on voit concrètement à quoi ça ressemble. Là, au niveau des télécommunications, bon, c'est plutôt quelque chose de positif parce que ça nous permet, comme l'a dit Alexandre, de télécharger beaucoup plus rapidement des vidéos sur YouTube. Donc a priori, c'est très positif, mais ça reste un petit peu flou. Donc c'est ce qu'on va voir un petit peu plus au cours de cet exposé. D'où vient cette fibre optique? Et qu'est-ce qu'il y a là derrière. Et puis un autre indicateur de la présence de cette fibre optique dans notre quotidien et montrer que c'est bien complètement ancré dans notre quotidien, il y a aussi, on peut le voir par rapport à ça, donc on a un magazine ici, Toboggan, donc le magazine des 5-8 ans, donc magazine scientifique s'il en est, et dans lequel on a une histoire avec Léa Lagâté et Martin, et Léa Lagâté est en train de parler justement de son sapin, en disant que le mien est en fibre optique scintillante multicolore gérée par ordinateur. Donc probablement que Léa Lagâté, c'est pas exactement ce que c'est qu'une fibre optique, mais en tout cas on voit que c'est un sapin en fibre optique scintillante multicolore géré par ordinateur. Donc c'est vraiment, il y a une idée quand même de high-tech et c'est le top, quoi. On peut pas faire beaucoup mieux. Donc la fibre optique, globalement, c'est bien. Et si je peux venir, c'est une nouvelle technologie, qui n'est pas si nouvelle que ça, mais ça fait partie quand même des nouvelles technologies qui ont révolutionné notre quotidien. Et c'est pas forcément le lieu de toutes les nouvelles technologies d'être finalement acceptées aussi facilement. Si on pense par exemple aux nanotechnologies, si on pense aux OGM, etc., toutes les nouvelles technologies ne sont pas forcément bien acceptées facilement. Là, je sais que je peux venir face à vous parler de fibre optique. A priori, il n'y a personne qui va venir, il n'y aura pas de contradicteur, il ne va pas y avoir des débats derrière passionnés, si ce n'est savoir s'il y a un problème de débit, etc. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt agréable. Et après, quand on pense en termes de fibre optique, l'autre image qu'on a, ou ce qu'on entend souvent, c'est qu'une fibre optique, c'est un cheveu de lumière. Alors pour le voir, donc j'ai effectivement comparé. Donc là vous avez une vue avec un microscope électronique, donc c'est quand même un microscope optique, mais ça permet de voir des choses plus petites. Donc peu importe, on voit les objets. Et ce qu'on a ici, donc là on voit un cheveu. Alors là pour vous donner une échelle, ce trait-là, ça correspond à 1 millimètre. Donc 1 millimètre, c'est 1000 micromètres, parce qu'on parle plutôt en termes de micromètres quand on parle de taille de fibre optique. Vous avez ici donc une vue d'une section de la fibre optique, vous voyez. Donc c'est effectivement un petit peu plus gros qu'un cheveu, mais pas beaucoup plus. Et là, j'ai matérialisé au milieu un petit point jaune, parce que la lumière ne va pas se propager dans toute la fibre, mais seulement dans ce petit point jaune, donc ce qu'on va appeler le cœur de la fibre, qui lui va faire plus que 10 microns, donc 1/100 de millimètre. D'accord, donc voilà, donc pour vous donner un peu des échelles. Alors si vous vous rappelez pas, voilà, pour bien rappeler la taille, donc ça c'est un cheveu, donc c'est à peu près la taille d'un cheveu. Donc je vous invite à regarder le cheveu de votre voisin pour voir un petit peu vraiment de quoi on parle concrètement en termes de taille. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très petit. Alors, au niveau de l'exposé, donc ce que je vais faire, c'est que on va d'abord parler
de ce guidage de la lumière, parce qu'effectivement la base de la fibre optique, c'est d'abord de guider de la lumière. Donc on va parler le développement historique pour voir comment on en est arrivé à ce guidage de la lumière dans les fibres optiques. L'autre aspect, c'est que c'est un matériau, donc on va parler de silice, parce que c'est essentiellement des fibres optiques à base de verre. Alors il y a deux grandes catégories, il y a les fibres à base de verre et les fibres à base de plastique, de polymère. Alors, on va plutôt parler des fibres à base de verre ici, donc on va parler du sable, parce que le sable c'est essentiellement constitué de silice, donc qui est le matériau, le constituant élémentaire des fibres principales. Et puis après, à la fin, je terminerai avec toute une liste de diverses applications, parce qu'on connaît les télécoms, mais évidemment il y a plein d'autres applications qui là pour le coup sont beaucoup moins visibles mais qui sont tout aussi importantes pour notre quotidien. Alors l'origine du guidage de la lumière, c'est pas forcément quelque chose qui est très trivial parce qu'on n'arrive pas brutalement, c'est pas un programme de recherche où on a dit voilà, il nous faut un nouveau système, donc on va développer la fibre optique, regardez comment ça se passe au niveau du guidage de la lumière. En fait c'est une histoire qui est très longue, et l'histoire de la fibre optique et du guidage de la lumière, en fait ça débute en 1833 on va dire en gros. Sous la douche quasiment. Alors l'idée c'est pas que Félix Savart est en train de prendre sa douche et sous la douche il est en train de penser à comment est-ce qu'on va pouvoir développer un nouveau système de télécommunication optique. En fait en 1833 ce que découvre Félix Savart c'est que quand vous avez un filet d'eau, au début vous partez avec un filet d'eau qui est continu. Et puis au fur et à mesure que le filet d'eau s'écoule, vous voyez en dessous, le filet d'eau donc continue, et puis après il se fragmente en plus petites gouttelettes. Donc, vous voyez au début c'est continu, ça fait un trait continu, et puis après on a des gouttelettes. Voilà. Donc il observe, voilà, il fait cette observation, et il se trouve que donc on a Jean-Daniel Colladon, qui est professeur à l'université à Genève, et qui veut reproduire cette expérience pour la montrer. Voilà, c'est quelque chose qui est assez récent. Et donc au début des 1840, il commence à refaire cette expérience dans son amphithéâtre, qui est plus ou moins bien éclairé. Donc il a un système, bon alors là c'est le système, on va dire, amélioré déjà, mais bon, il a une cuve d'eau, il fait un trou, et puis il demande à tout le monde de voir cette fragmentation. Puis finalement, c'est pas forcément très bien éclairé dans l'amphithéâtre, enfin, c'est pas facile, donc il joue un petit peu avec ces éclairages, et au final, à force de jouer avec ces éclairages, il s'aperçoit que finalement, la lumière qui rentre dans cette cuve d'eau finit par ressortir comme si elle était happée par l'eau et reste piégée dans son filet d'eau. Donc c'est ce qu'on voit ici. Alors après, il a un peu amélioré le système, donc il éclaire directement par derrière, et on voit que la lumière qui va rentrer là-dedans va suivre la courbure de l'eau. Il n'y a quasiment pas de lumière qui ressort à la sortie. Et pour lui, il trouve ça absolument fantastique, et il dit même que c'est une des plus belles et des plus curieuses expériences que l'on puisse faire dans un cours d'optique. Donc lui, il est vraiment émerveillé par ce guidage de la lumière dans un filet d'eau. Et donc il décide d'écrire un article qu'il envoie donc CRAS, c'est le compte-rendu de l'Académie des sciences. Alors on va revenir sur l'article un tout petit peu plus tard, mais ça c'est le point de départ en fait, donc 1842, ou 1841, c'est le point de départ des fontaines lumineuses. Donc on est en pleine période des expositions universelles, et à chaque exposition universelle, chacun va faire sa fontaine lumineuse de plus en plus spectaculaire. Donc là, vous voyez, c'est une carte postale, vous avez la taille des gens et des personnes ici, donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est très spectaculaire. On va mettre des jets d'eau très imposants, des couleurs dessous, des filtres qui vont circuler, donc ça fait une féerie des eaux. Et là, typiquement, c'est une carte postale issue de l'exposition universelle de Paris 1889, donc l'année où la Tour Eiffel a été montée à cette occasion. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que on est en 1889, l'ampoule électrique, elle date seulement de l'invention de 1860. D'accord ? Donc si on parle uniquement d'invention en 1860, avant que l'ampoule électrique soit généralisée dans toutes les maisons, vous imaginez qu'il y a encore quelques années. Donc tous ces spectacles de lumière, etc., ça a un fort impact sur le public. Et on pourrait se dire, voilà, maintenant on est passé à des choses beaucoup plus sophistiquées, on a les shows laser, etc. Mais malgré tout, on peut encore retrouver des objets comme ça. Donc maintenant, vous pouvez acheter ce genre d'objet. Donc vous avez un pommeau de douche, et à l'intérieur de ce pommeau de douche, vous avez des LED qui vont éclairer, enfin ça va changer de couleur. Et donc vous avez votre jet d'eau qui va être éclairé au fur et à mesure. Donc vous pouvez vous doucher avec du vert, du bleu, etc. Donc on garde encore quand même un petit peu ce plaisir de retrouver de la couleur dans se faire une féerie des eaux pour soi dans sa douche. Donc finalement on revient au tout début avec Félix Savart. Alors pour l'anecdote, pour ceux qui ont déjà entendu un petit peu parler des fontaines lumineuses, la personne qui est généralement associée à cette histoire de fontaines lumineuses, c'est John Tyndall, donc c'est un physicien irlandais. En 1840, c'est l'époque où Jean-Daniel Colladon fait la découverte, enfin une pseudo-découverte, en tout cas il met ça en évidence, il envoie son article. 10 ans après, John Tyndall refait cette expérience,
Et en fait, c'est lui qui va être considéré pendant longtemps comme le père des fontaines lumineuses, non pas à cause de cette expérience qu'il refait, mais c'est qu'en fait, il écrit un livre sur l'optique en général, dans lequel il va insérer cette expérience de fontaine lumineuse. Et comme c'est un livre qui est traduit, qui est en anglais déjà, qui est écrit en anglais, il va être largement diffusé. Et donc pendant très longtemps, voilà, comme il ne cite pas Jean-Daniel Colladon, qui a déjà réalisé l'expérience avant, bah, c'est lui qui va être considéré voilà, pendant longtemps comme le père des fontaines lumineuses. Mais bon, l'histoire a été recorrigée par la suite. Alors maintenant on en revient à, donc je vous avais dit, Jean-Daniel Colladon est très heureux d'avoir fait cette découverte et envoie son article au président de l'Académie des sciences pour le soumettre au compte-rendu de l'Académie des sciences. Et le président de l'Académie des sciences, en fait, c'est qu'il y a Jacques Babinet qui a fait une observation similaire. Alors lui, pas dans l'eau, parce que là pour l'instant jusqu'à maintenant on a parlé de lumière dans de l'eau, mais la fibre, je vous ai dit, c'est à base de verre. Et il se trouve que Jacques Babinet, lui, donc le président de l'Académie des sciences, c'est que Jacques Babinet a fait la même observation, mais en prenant une tige de verre et en la courbant, il a observé que s'il mettait de la lumière d'un côté, la lumière effectivement suivait cette courbure et allait ressortir encore à la sortie. Alors, pour Jacques Babinet, ça n'a pas un impact très fort. Bon, sous la pression du président de l'Académie des sciences, il écrit quand même son article. L'idée qu'il a, c'est qu'il se dit quand même que ça peut avoir une application qui peut être intéressante parce qu'on est toujours pareil, 1840, donc les systèmes d'éclairage sont pas terribles. Et lui, il dit ça pourrait être un bon moyen pour déporter une source de lumière. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir, et en particulier pour venir éclairer l'intérieur des cavités buccales. Donc chez le dentiste, parce qu'imaginez évidemment 1840, chez le dentiste, peut-être pas forcément, on y allait déjà maintenant, on n'y va pas forcément de gaieté de cœur, mais en 1840, je pense qu'on y allait encore moins de gaieté de cœur. Donc si en plus vous ouvrez la bouche, vous avez les tenailles et que vous voyez en plus une lampe à pétrole ou je ne sais quoi au-dessus pour essayer de venir éclairer l'intérieur de votre bouche, bon, si déjà on peut prendre la lampe à pétrole ou la lampe à gaz, la décaler un peu et juste avec une tige de verre essayer de s'arranger pour venir éclairer l'intérieur de la bouche, c'est peut-être déjà un petit peu une source de lumière un peu plus sécurite. Voilà, donc il propose ça comme application. Effectivement, ça sera utilisé un petit peu pour cette application. Mais voilà, lui il arrête là parce qu'il dit effectivement en termes de, moi je suis physicien et en termes de physique il n'y a pas grand chose quoi. C'est assez attendu comme résultat et en fait effectivement il a raison. Alors la physique qui est le guidage de la lumière qui est observé peut s'expliquer assez simplement. Donc là on va parler alors maintenant de propagation de la lumière. Donc si on prend le cas de la lumière qui va se propager ici par exemple dans l'air, matérialisé comme ça, vous savez que si on reste toujours dans le même milieu, la lumière se propage toujours, là on voyait les rayons crépusculaires, la lumière se propage toujours en ligne droite. Okay, donc là, bon, il ne se passe pas grand-chose, c'est pas le plus intéressant. Le cas où ça va devenir un petit peu plus intéressant, c'est si maintenant on considère deux milieux, on va considérer de l'air, et ici de l'eau ou du verre, d'accord, un milieu transparent, mais différent de l'air. Donc toujours pareil, propagation de la lumière arrive perpendiculaire par rapport à cette interface, et bon, là, la lumière va suivre son chemin, elle va passer dans l'autre milieu, il ne se passe rien, ou presque rien. On sait que, il y a quand même, on change de milieu, donc si on change de milieu, il y a effectivement une partie de la lumière qui va être transmise, et puis il y a une partie de la lumière qui va être réfléchie. D'accord ? Alors cette partie de lumière qui est, là on va discuter un petit peu de cette partie de réflexion, de lumière réfléchie. Alors pour caractériser la réflexion de la lumière, en fait, il faut voir comment est-ce que, une des grandeurs qui va être importante à comprendre, c'est comment est-ce que la lumière interagit avec la matière. Donc si on doit caractériser pour nous par exemple une table, on va dire elle est de telle couleur, elle est dure, elle est en bois, voilà, on a certains éléments pour la décrire. Pour la lumière, ce qui va être important pour un matériau, surtout un matériau transparent, ça va être ce qu'on va appeler l'indice optique, donc le N, qui s'appelle N, et qui correspond au rapport de la vitesse de la lumière dans le vide divisé par la vitesse de la lumière dans le matériau. Donc ça veut dire que quand la lumière va rentrer dans un matériau, dans l'eau, dans l'air, etc., elle a une vitesse qui est différente de ce qu'elle a, les fameux 300 000 km/s qu'on connaît. Ça c'est vrai, mais uniquement quand on est dans l'air ou le vide. Idéalement c'est le vide. Dans l'air c'est quasiment la même chose, et après ça devient différent. Et donc ce qu'on a, c'est qu'une fois qu'on connaît les indices des deux milieux, donc l'indice de l'air et l'indice de l'eau, à ce moment-là on est capable de calculer quel est le coefficient de réflexion à l'interface. Donc par exemple, si vous avez de l'air et de l'eau, vous avez 2% de la lumière qui est réfléchie, avec un verre 4%, et avec le diamant, vous avez 17% de la lumière qui est réfléchie.
Alors vous voyez le n, donc qui correspond à la différence, enfin le rapport des vitesses. Par exemple, pour le verre, on a n égale 1,5, donc ça veut dire que la lumière dans le verre ne voyage plus à 300 000 km par seconde, mais à 200 000 km par seconde. Okay, voilà. Et alors ça a aussi un petit impact au niveau du quotidien, puisque typiquement donc, le verre, on voit qu'il y a un coefficient de réflexion qui est de 4%, le diamant 17%. Donc plus la lumière est réfléchie, plus il y a un côté, voilà, plus on s'approche de la pureté. Et alors vous connaissez, j'imagine, les verres qu'on appelle les verres en cristal, ce qui paraît un peu antinomique, parce que soit c'est des verres, soit des cristaux, mais peu importe. Donc le verre en cristal, c'est du verre qui contient du plomb à l'intérieur. Et pourquoi est-ce qu'il contient du plomb? En fait, il contient du plomb pour notamment augmenter son indice de réfraction. Et du coup, le fameux verre en cristal, comme il a un indice de réfraction un N plus élevé, on va avoir une quantité de lumière qui va être réfléchie un peu plus importante, et on va un peu plus l'assimiler à du diamant qu'au verre traditionnel. Donc c'est un côté un petit peu plus luxe avec cet aspect de réflexion. Alors maintenant on va revenir à notre rayon pour voir un petit peu sa course. Donc on a vu le cas où le rayon arrivait perpendiculairement. Maintenant on va le voir quand il arrive avec un certain angle. C'est là où ça va devenir plus intéressant. Donc toujours une partie de lumière qui va être réfléchie. Donc bon, voilà, on a un angle d'incidence I, un angle de réflexion, c'est le même, bon, etc. Et après, on a une partie de la lumière qui, elle, va être réfractée, qui va rentrer dans le matériau. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que l'angle qu'on appelle de réfraction n'est pas le même que l'angle d'incidence ou l'angle de réflexion. Là, il y a une petite déviation par rapport à l'angle initial. Alors ça, la partie réfraction a été déjà... C'est décrit depuis un petit moment, depuis le début en 1015, il y a déjà une première description de cette réfraction qui est faite. Et la formulation de ça, donc en fait, pour ceux à qui ça parle, il y a la formule de Descartes. Donc une fois qu'on connaît l'indice de l'air, l'indice de l'eau et ces angles-là, enfin, ou au moins un angle, on est capable de prédire avec quel angle va repartir le rayon dans l'autre matériau. Et ça, vous voyez, donc c'est une formulation qui date de 1625, la formulation de Descartes, et c'est ce qui va être à la base pour expliquer le guidage de la lumière. Donc effectivement, quand Jacques Babinet, en 1840, dit « ouais, il n'y a rien, on peut tout décrire avec de la physique qu'on connaît très bien », effectivement, il parle de descriptions optiques qui ont déjà été formulées 2 siècles auparavant. Donc effectivement, de ce point de vue-là, il avait raison, il n'y avait pas de nouveauté. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que Jean-Daniel Colladon avait fait une découverte avec le guidage. Il a observé pour la première fois, enfin il a observé le phénomène, il a été emballé, il a su le vendre, mais en termes de description, en termes de physique, il n'y avait pas grand-chose de nouveau. Alors maintenant, bon, on reprend le même schéma, mais on le tourne, et puis on se met dans le cas maintenant, enfin, où on a le rayon qui part de l'eau, et puis toujours pareil, une partie de la lumière qui est réfractée, une partie qui est réfléchie. Alors cet angle qui est cassé, ça c'est quelque chose que vous pouvez aussi expérimenter au quotidien. Typiquement, voilà, vous êtes là, les pieds dans l'eau, et puis vous avez un poisson qui est dans la rivière, et vous avez compris que l'image du poisson qui va arriver à votre œil va suivre cette trajectoire. Hop, en ligne droite ici, parce qu'on ne change pas de milieu. Là, on change, on arrive dans l'air, donc le rayon est réfracté, et il arrive comme ça jusqu'à votre œil. Et là, aussi intelligent qu'on puisse être, que le cerveau puisse être, pour le cerveau, la lumière, ça reste quelque chose qui voyage en ligne droite uniquement. Il n'y a pas de réfraction, tout ça, incapable d'anticiper. Il y a plein de choses qu'on peut éventuellement anticiper, mais ça, c'est pas du tout pris en compte par le cerveau. Résultat des courses, pour le cerveau, le poisson, comme l'image arrive en ligne droite, donc le poisson doit être ici. Et c'est pour ça que si vous êtes dans la rivière et que vous essayez d'attraper le poisson, vous allez vous pencher trop devant alors qu'il est plus proche de vos pieds. Voilà. C'est aussi avec cette réfraction que si vous mettez un crayon dans un verre d'eau, vous allez voir le crayon qui a l'air cassé, etc. Voilà. C'est tout ça à la base de ces problèmes de réfraction. Alors on revient à cette réfraction. Donc là maintenant, bon, je ne m'intéresse pas au rayon réfléchi, là, on va juste regarder l'angle, le rayon qui ressort. Donc on voit qu'on arrive avec un angle, là on voit qu'on est assez proche, on va dire, de cette ligne, et on ressort avec un angle qui est beaucoup plus ouvert. Donc maintenant, on va faire tourner un peu ce rayon. Donc là, on voit qu'on se rapproche de la surface, et puis là, on va arriver à cette espèce de cas limite. On est en physique, donc on peut faire des cas modèles limites, même si savoir comment est-ce qu'on fait pour avoir une mer aussi plate, etc. C'est pas le sujet, hein. Mais on voit qu'il y a quelque chose, il y a une situation un peu bizarre là, c'est-à-dire qu'on va arriver avec un certain angle ici, et puis là, le rayon de lumière devrait repartir directement le long de l'interface. Donc là, en fait, on va définir 2 cas. Donc là, j'ai rematérialisé le cas où il y avait le rayon qui devait repartir comme ça à l'interface. Donc on va avoir un cas où le rayon arrive avec un angle plus petit
Et à ce moment-là, on va avoir une partie de lumière réfléchie, une partie de lumière transmise. Mais surtout, ce qui va être le plus intéressant, ce qu'on va appeler la réflexion totale interne, c'est que si le rayon arrive avec un angle qui est plus grand que celui-là, donc là on va avoir ce qu'on appelle un angle critique, si le rayon arrive plus grand, avec un angle plus grand, à ce moment-là il est complètement réfléchi. C'est-à-dire que bien qu'on ait deux milieux qui soient complètement transparents, de l'eau, alors ça peut être de l'eau ou du verre, et de l'air au-dessus, la surface ici va se comporter exactement comme un miroir. Toute la lumière est complètement réfléchie, alors qu'on peut voir quand même au travers. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réflexion totale et interne parce que le rayon de lumière reste dans le même matériau. Et donc maintenant, vous avez compris que si là, je reprends mon jet d'eau et que là, j'ai une réflexion totale ici, la lumière va continuer, va revenir de l'autre côté. Là, elle va continuer, elle va pouvoir refaire un autre rebond. Et puis, de rebond en rebond, la lumière va effectivement pouvoir rester piégée dans l'eau ou dans le verre, si j'ai les bonnes conditions d'angle pour la lumière. Donc c'est par ce biais-là qu'on peut expliquer le problème de guidage de la lumière dans un matériau. Donc vous avez compris que ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait une lumière qui se propage dans un milieu avec ce fameux indice de réfraction qui soit plus élevé que le milieu qui est autour. D'accord ? Alors voilà, donc maintenant, ça c'était le guidage de la lumière. Alors maintenant, en termes de la première application, ça a été, alors quand on prend une fibre de verre, maintenant on va parler de verre, donc ce qu'on va voir à travers une fibre de verre, c'est tout petit, on va voir uniquement une intensité de lumière, d'accord ? On ne va pas voir une image. Par contre, si on fait un assemblage de fibres optiques, comme on va faire ici, à ce moment-là, on va pouvoir créer, à ce moment-là avoir une image qui va être créée, parce qu'on va avoir un assemblage. Donc là, vous avez un assemblage de plusieurs fibres optiques collées les unes à côté des autres, et on a à ce moment-là, chaque fibre va se comporter comme un pixel pour les écrans. Donc là, je ne sais pas si vous voyez tous les petits ronds les uns à côté des autres, mais chaque rond, c'est juste une intensité de lumière. Mais évidemment, une intensité de lumière, toute mise côte à côte, ça permet de recréer une image. Donc là, on va voir, le principe du pixel de l'image, donc Picture Element, a été proposé en fait dès 1895, et c'est la première application concrète des fibres optiques, c'est-à-dire qu'on va être capable de venir voir transporter des images, et donc c'est le premier développement, la première application, c'est ce qui concerne les fibroscopes. Donc les fibroscopes, c'est pratique parce qu'on va pouvoir venir à l'intérieur d'un patient et venir voir ce qui se passe sans être obligé de le charcuter pour aller voir l'intérieur de ses organes. Alors ce qu'on voit là, c'est qu'il y a de la lumière qui ressort, évidemment parce que si vous mettez la fibre optique comme ça, vous êtes peut-être lumineux à l'intérieur, en tout cas moi je ne le suis pas, donc c'est quand même assez sombre. Donc si on pense au bundle de fibres, si je reprends cette image-là, en fait la fibre centrale, après ça va dépendre, mais l'idée c'est qu'il y ait quelques fibres qui soient dédiées à amener de la lumière à l'intérieur de la cavité, pour qu'après que ça éclaire, et toute la lumière ensuite est récupérée dans la fibre pour pouvoir être imagée à la sortie. Voilà, donc là les fibres optiques, l'application pour les fibroscopes, c'est typiquement 1920-1930. Donc là, c'est le grand avènement. Donc c'est bien, ça marque une date importante pour les fibres optiques du point de vue application, mais il y a ça a amené aussi un autre développement important, qui est le suivant par rapport aux fibres optiques, c'est que, donc vous avez compris, donc on a la lumière qui se balade dans la fibre optique, les conditions de réflexion totale, donc hop, le rayon est réfléchi, etc. Et ça marche parce que ici j'ai du verre, là j'ai de l'air. Mes histoires d'indice de réfraction, tout va bien, donc il n'y a pas de souci. Mais un fibroscope, c'est avant tout un assemblage de fibres. Et quand on prend un assemblage de fibres, ce qui se passe, c'est que forcément, il va y avoir des fibres qui vont se toucher. Et alors maintenant, s'il y a deux fibres qui se touchent, quand le rayon de lumière arrive ici, là, à ce moment-là, à cet endroit-là, il n'y a plus de changement de matière, il n'y a plus de changement de milieu. Donc, la lumière va continuer en ligne droite, plutôt que de se réfléchir ici, elle va passer dans l'autre fibre. Et donc du coup, vous imaginez que si vous avez une image de début et que toutes les fibres qui sont en train de se toucher, la lumière qui est dans chacune des fibres, ça va se croiser dans tous les sens, et à la fin, vous ne reconnaissez plus rien. Alors ça peut être intéressant si vous voulez faire un code secret, voilà, mais la plupart du temps, ce qu'on veut voir à travers le fibroscope, c'est l'image directement. On n'a pas envie de recomposer une image. Donc, il y avait ce problème-là. Et alors ce qui a été proposé, c'était en fait, le problème a été résolu de la manière suivante, c'est de se dire, comme le problème c'est d'éviter que les fibres se touchent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre fibre et autour, on va rajouter une gaine. Comme ça, même si les fibres se touchent,
il n'y a pas de problème. De toute façon, ce qui va compter, c'est que la lumière verra toujours aura toujours sa réflexion avec cette interface, avec la gaine qui, elle, va pas être changée. Et donc ça, c'est des développements qui ont été apportés dans les années 1950. Et maintenant, il ne restait plus qu'un truc à faire. C'était, ok, donc ça, c'est le principe. Maintenant, il faut le mettre en œuvre. Il faut passer à la réalisation. Et donc, la question, ça a été comment est-ce qu'on arrive à voir, qu'est-ce qu'on met comme gaine autour de on a ce fil de verre, mais qu'est-ce qu'on va mettre autour du plastique. On voyait que ce n'était pas forcément le meilleur système. Et donc, l'idée, c'était plutôt d'essayer de voir comment on pouvait remettre du verre autour. Mais ce n'était pas trivial. Et en fait, le problème a été résolu par donc un stagiaire de licence, Curtis, qui avait proposé l'idée de faire ça, de faire cet assemblage, c'est-à-dire de prendre un barreau de verre et de le mettre dans un tube de verre, puis en disant on a notre assemblage qui nous intéresse, et puis il n'y a plus qu'à étirer cette structure pour former la fibre. Et puis donc ces encadrants qui ne croyaient pas du tout en fait à cette solution, donc ils lui avaient dit non, c'est pas la peine de tenter, ça ne marchera pas, donc on laisse tomber. Mais comme tout bon professeur, les conférences faisant que ils ont dû quitter le laboratoire. Et puis donc Curtis dit pendant qu'il n'y a personne, je vais en profiter, je vais faire mon petit truc et puis on verra bien ce qui se passe. Et donc il a fait son petit assemblage, il a essayé et puis ça a marché. Donc c'est voilà. Donc là c'est le premier exemple de fibre optique qui a été étiré avec cette structure, donc on va appeler cœur. Alors le cœur, c'est la partie centrale, là où la lumière va se propager, et la gaine, c'est ce qui est autour, qui sert pas pour la propagation de la lumière, mais qui sert uniquement pour des raisons, on va dire, mécaniques ici, ou pour améliorer le système de fibroscope. Et après, là, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a donc cette structure, donc là, typiquement, la taille du barreau de verre, ça va être 1 cm, et donc là, c'est inséré dans un four, ici c'est un four, et en montant à très haute température, à ce moment-là, on va pouvoir étirer la structure, et donc on va obtenir la fibre optique. Et ce système de formation de fibre optique, en fait, c'est toujours la façon de former des fibres optiques actuellement. C'est-à-dire qu'il y a plein de procédés. Alors là, c'est ce qu'on appelle ça, c'est le procédé qu'on appelle Rod in Tube. Bon, peu importe, premier procédé qui a été utilisé. Mais il y a plein de procédés qui permettent de fabriquer ce barreau initial qu'on appelle la préforme. Donc, je vous en montrerai un autre tout à l'heure. Mais par contre, une fois qu'on a ce barreau, on a toujours cette étape qu'on appelle l'étirage. Et c'est comme ça, c'est par ce biais-là qu'on va toujours continuer à obtenir les fibres optiques. Alors ici, on a la vue en coupe de cette fibre optique. Donc là, je vous ai dit, la partie centrale où il y a la lumière, c'est le cœur. Et puis après, on a la gaine. Et après, alors si on regarde maintenant quelle est la structure des fibres optiques qu'on emploie dans les télécommunications, on voit que c'est complètement inversé. C'est-à-dire que le cœur, là, on a une gaine fine autour d'un cœur très large. Ici, on a un cœur très petit avec une gaine autour qui est très très large. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est pas qu'il y ait des réductions de budget et que du coup on est obligé de compresser la taille du cœur. En fait, il y a une raison un peu plus physique. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Voilà, donc là on a la fibre dite télécom avec son petit cœur, et là une fibre plus fibroscope avec un cœur très large. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, alors là je vous ai expliqué la propagation de la lumière avec des rayons qui réfléchissent, etc. En fait, ça c'est une approche qu'on appelle dite avec de l'optique géométrique, parce qu'on parle de rayons de lumière. Mais quand on est à des échelles, alors ici je vous rappelle, c'est 10 micromètres. Donc c'est 1 centième de millimètre, donc c'est des échelles qui sont très petites, et cette optique géométrique en fait ça marche plus. Donc il faut refaire d'autres applications, et en fait la lumière, donc là c'est ce qu'on voit, c'est comment va se mettre la lumière dans ce cœur. Donc là ce qu'on voit, c'est une variation d'intensité. Donc en fait la lumière, ce qu'il faut voir, c'est l'image de la lumière dans le cœur. Donc là le rouge c'est un maximum. Donc vous imaginez que la lumière, elle a une intensité qui est répartie en forme de cloche, comme ça. D'accord ? Donc là, il faut imaginer un espèce de dôme, ou comme une montagne, si vous voulez. Et puis après, en fait, quand on va... donc ça, c'est ce qu'on appelle un mode de propagation, comment la lumière va continuer son trajet. Et après, quand on augmente la taille de ce cœur, par exemple, on va avoir d'autres modes qui peuvent apparaître. Alors on a des choses rigolotes, c'est-à-dire que la lumière peut se mettre avec ses 2 haricots ou sous cette forme de fleurs, etc. Enfin, on a de plus en plus de modes, et tous ces modes vont se mélanger, et à la fin, vous voyez que la qualité de la lumière, c'est ça, là, c'est des choses avec plein de petites taches, etc. Ça n'arrête pas de bouger, etc. Donc ça, du point de vue des télécommunications, c'est pas une très bonne qualité de lumière, pour faire simple, et donc on va préférer des petits cœurs pour avoir un seul mode de propagation. Voilà. Donc c'est peut-être un peu compliqué, mais l'idée c'était de vous dire qu'il y a d'autres choses en termes de propagation de mode. Alors
Là, je vous ai montré les fibres standards. Maintenant, pour aller un peu plus loin, il y a d'autres types de fibres. Il n'y a pas qu'un seul cœur. Là, ce qu'on voit, c'est une fibre avec une dizaine de cœurs qu'on va faire, qui vont nous permettre d'avoir plusieurs propagations de signaux dans une même fibre. Après, ce que vous voyez ici, c'est les points noirs. En fait, tout ce qui est noir, ça correspond à de l'air. C'est-à-dire qu'on a comme une espèce de dentelle, hein, c'est que du verre, de la silice, avec des trous d'air à l'intérieur. Donc on s'amuse à faire aussi ce genre de structure. Pareil, pour les histoires de propagation de la lumière, ça permet de contrôler. Et puis là, vous avez aussi carrément, même à l'intérieur, vous avez un cœur qui est complètement creux. Donc voilà, donc il y a la structure standard cœur-gaine qu'on a vue, et après il y a plein d'autres choses sur lesquelles les chercheurs travaillent aussi. Alors maintenant, on va parler un petit peu du matériau. Donc l'idée, c'est de transporter de la lumière et à travers un matériau. Donc évidemment, si on veut transporter de la lumière, il faut un matériau transparent. Donc la quête principale qui a été réalisée par rapport à la réalisation des fibres optiques aussi, c'était une fois qu'on avait compris qu'on voulait faire ça, ça a été de rendre la silice, donc le verre, de plus en plus transparent. Donc là, sur ce graphe, ce que je vous ai représenté, c'est en fonction des années. Alors, ce n'est pas du tout une échelle linéaire, hein, il y a des dates marquées comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle perte optique. Donc, ça, c'est en dB par kilomètre, mais ça, en général, ce n'est pas forcément les unités avec lesquelles on est très familier. C'est plutôt sur cette échelle-là que j'ai retraduit. Donc, c'est pour dire que 1% du signal est transmis après 1 mètre, 10 mètres, 100 mètres, 1 km, 10 km ou 100 km. D'accord ? Et donc l'idée, c'est d'avoir la fibre la plus transparente possible. Donc on veut qu'il nous reste 1% du signal après, si possible, 100 km, quoi, la plus grande longueur possible. Alors, dans les années, on voit qu'on est dans les années 60, là, on est à peu près à une transparence qui permet d'amener de la lumière. Donc c'est typiquement la transparence des vitres qu'on a. C'est 1% du signal qui est transmis après 20 mètres de propagation dans ce type de verre. Alors 20 mètres, c'est raisonnable si on veut faire un fibroscope, parce qu'on n'a pas besoin d'une propagation dans 20 mètres de fibre, on a besoin de 1 ou 2 mètres, donc il n'y a pas de souci, c'est pour ça qu'on a pu développer les fibroscopes. Maintenant, si on veut faire des télécommunications, on se rend bien compte que 20 mètres, ça veut dire que si on n'a plus que 1%, il faut réamplifier le signal. Donc au bout de 20 mètres, ce n'est pas un système qui est viable. Alors, là, il y a un article fondateur, c'est pour ça qu'on a indiqué 66, parce que donc Charles Cao, qui a obtenu le prix Nobel de physique en 2009, a publié un article important par rapport au développement des fibres optiques. L'idée, c'était de dire, effectivement, il n'y a plus que 1% du signal après 20 mètres, mais est-ce que c'est vraiment lié au verre lui-même ou pas? Et en fait, ce qu'il a vu, c'est que ce n'est pas intrinsèquement lié au verre, c'est uniquement parce que le verre n'est pas d'une très bonne qualité. On ne sait pas produire du verre de bonne qualité. Donc, comme c'est des problèmes de pollution de ce verre, si on arrive à trouver un procédé qui permette d'avoir du verre un petit peu plus pur, à ce moment-là, on aura une meilleure transparence et on pourra effectivement envisager une propagation, une utilisation des fibres optiques pour les télécommunications. Donc en 1966, il propose de dire, il faudrait qu'on atteigne le seuil de 20 dB par kilomètre. Alors 20 dB, si je reviens sur le transparent d'avant, là on est à 1000 dB du kilomètre. Donc il faut qu'on descende à 20 dB par là. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'on ait 1% du signal après 20 mètres, mais il faudrait qu'on arrive au moins jusqu'à 1 km. Mais là, ça commence à devenir raisonnable pour des premières applications. Donc 66, il propose ça. Et en fait, en 1970, la première fibre avec ces pertes-là a été réalisée par une équipe de Corning, donc qui est une entreprise américaine. Et à partir de là, vous voyez, donc 66, on est à 1000 dB, donc on est aux 20 mètres. Et après, 1970, on atteint le fameux seuil des 20 dB du kilomètre, donc le kilomètre au 1% de signal transmis. Et à la fin des années 70, on arrive aux 100 km quasiment de transparence. Donc en 10 ans, il y a eu un travail énorme qui a été fait sur le matériau et sur les procédés de fabrication de manière à avoir le verre le plus pur possible. Et vous voyez là maintenant, c'est depuis 1979, donc là on était à 0,2 dB du kilomètre et maintenant on est à 0,14,16. Donc il y a encore un travail qui continue sur cette pureté, mais vous voyez que c'est sans commune mesure par rapport à toute la progression qu'on a pu avoir. Alors alors quand on voit comme ça les valeurs, on se dit bon, on est en train de chercher un peu des poux dans la tête, quoi, mais ça a quand même... Alors, ça a une importance parce que en fait, on gagne en termes de longueur, on va gagner 30% de longueur. Et ce qu'il faut voir, c'est que quand on parle en termes de liaison transatlantique, vous voyez ici, on est en gros à 100 km. Donc 100 km, on est très loin de pouvoir faire une liaison transatlantique. Donc typiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une liaison transatlantique, c'est 80 km de fibre. On n'a plus que 1% du signal, donc on met un amplificateur
on réamplifie, et puis on remet 80 km de fibre standard, etc. Voilà, donc c'est une succession. Et donc si on peut gagner, et ce qui va coûter cher là-dedans, la fibre intermédiaire, voilà, ça c'est juste de la fibre, donc ça coûte pas très cher. Par contre, évidemment, l'amplificateur, ça c'est un élément sensible qui va coûter cher, qui peut se casser, etc. Donc si on peut gagner 30% de longueur, c'est autant d'amplificateurs au moins qu'on va mettre sur la ligne. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours une recherche qui est faite pour essayer de gagner, de gratter les derniers pouillèmes de transparence. Alors, quel a été le secret pour réussir à avoir cette transparence? Alors ce qu'il faut voir, c'est que dans les années 60, le verre qu'on a d'une manière générale, c'est des silicates, c'est du quartz qu'on va fondre. Donc pour les faire fondre, on est obligé de travailler dans un creuset. Ou donc il y a une possibilité, comme c'est dans un autre matériau, on est obligé de travailler aussi à très haute température, parce que un des inconvénients de la silice ou du quartz, c'est que ça fond à 1700 degrés. Donc il faut monter vraiment à très haute température. Et donc on peut avoir des interactions avec le creuset, ça peut se détériorer, etc. Et donc amener des pollutions. Et donc ça, c'était le souci qu'on avait. Et en fait, ce qui a été proposé, c'est un nouveau procédé. Alors en fait, c'est un procédé qui avait été déjà développé dans les années 1934, qui était de se dire, si on amène, donc là on a un bocal avec dedans un liquide qui est du SiCl4, du tétrachlorure de silicium. Si on amène dedans un flux d'oxygène, en sortant, on va avoir sous forme de gaz de l'oxygène et du gaz de SiCl4. Et ça, en le mettant avec un chalumeau, à ce moment-là, on peut avoir une réaction d'oxydation et on va pouvoir former de la silice, donc des suies de silice, donc le verre qui nous intéresse, et puis le chlore, et le chlore qu'on va neutraliser. Et ça, c'est un procédé qui permet d'obtenir... Alors, initialement, il avait été fait pour obtenir ces suies de silice, parce que, justement, un des problèmes qu'on avait avec le quartz ou ces méthodes de verre par fusion, c'est qu'il faut monter à très haute température, et même quand on monte à très haute température, le verre qui est un peu liquide reste encore avec une viscosité qui est assez importante. Donc si vous voulez faire des mises en forme ou quoi que ce soit, c'est pas très facile. Et donc l'idée, c'était de se dire, si on a des suies de silice, c'est plus facile de venir tapisser l'intérieur et d'avoir des formes beaucoup plus variées. Donc c'est pour ça que ça avait été développé. Et en fait, on s'est aperçu que les suies ici qu'on récupère sont de très haute pureté, parce que même si le liquide ici est contaminé avec d'autres impuretés, en fait, il se trouve que la capacité à s'évaporer du SiCl4 est beaucoup plus élevée que la capacité de s'évaporer des autres éléments. Donc même si ici on a du SiCl4 et puis d'autres impuretés, de toute façon, sous forme gazeuse, on va récupérer essentiellement SiCl4. Donc on va travailler avec des matériaux qui sont très purs. Donc ça, c'est aussi des procédés qui sont par exemple utilisés dans la microélectronique, etc., de manière à avoir des produits de très haute pureté. Et donc un procédé qui est utilisé par exemple pour fabriquer la fameuse préforme, on en a une image ici, ça va être de partir à l'intérieur d'un tube de verre, où on va venir amener ces deux fameux gaz SiCl4 et l'oxygène. On a un chalumeau dessous qui va voyager le long du tube. Et comme je vous l'ai dit, à cause de la forte température, on initie la réaction d'oxydation, des suies qui vont venir se déposer sur le tube. Le tube est en rotation, donc on tapisse l'intérieur du tube. Et comme le chalumeau est en translation, au fur et à mesure qu'il va voyager le long du tube, il dépose les suies et après il repasse dessus pour les vitrifier. Donc comme ça, par passage successif du chalumeau, on est capable de choisir la composition à l'intérieur. Et notamment, quand on voudra composer le cœur, on peut le faire. Donc vous avez ici une image du tube de départ, et après on le referme, et on a à ce moment-là la fameuse préforme. Et donc c'est cette préforme, ce que je vous ai montré déjà tout à l'heure, je passais vite, donc ça dans une tour, donc maintenant une tour d'étirage, celle du laboratoire typiquement. Donc on met la préforme dans ici un élément graphite, donc ça va être notre four, donc c'est ce qu'on va chauffer très fortement. Et donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais donc on va monter en température, et derrière on va avoir, comme ici le point chaud va être ici, on va avoir ici, ça va être beaucoup plus mou que cette partie-là. Donc comme là, ça va faire un poids, ça va aller vers le bas, ce qu'on appelle la goutte. Et après, donc, ça va entraîner derrière la fibre. Et on va avoir donc, tout le long de la tour d'étirage, la fibre qui va être enrobée ici avec une résine polymère de manière à renforcer ses propriétés mécaniques. Et ensuite, donc, elle est tractée par ce cabestan et elle est enroulée. Voilà, donc ça, c'est le procédé standard de toutes les fibres. Toutes les fibres optiques sont obtenues par ce procédé-là. Alors, comme tout à l'heure, je vous ai montré j'ai beaucoup insisté sur l'aspect Kerr-Gain de la fibre pour la structure, et il y a d'autres structures qui sont développées. De même, je vous ai dit que le principal constituant des fibres
c'est des fibres à base de silice en général, donc des fibres à base de verre. Maintenant, il y a d'autres matériaux qui peuvent être utilisés, donc je vous ai déjà mentionné le cas des fibres plastiques. Et il y a d'autres verres, alors par exemple vous avez les verres qu'on appelle dits de chalcogénure. Alors qu'est-ce que c'est que les chalcogénures? Dans la silice, la formule, vous avez vu, c'est SiO2, donc O pour l'oxygène. Et l'idée c'est de faire des verres dans lesquels il n'y ait pas d'oxygène. On va remplacer l'oxygène par du soufre, du sélénium ou du tellure. Et donc ça, voilà, donc ça fait une autre famille de verres. Et l'avantage de ces verres, c'est des verres qu'on voit ici, c'est des verres qui sont noirs. Alors on pourrait se dire pour transporter de la lumière, un verre noir, a priori, c'est pas forcément le plus intéressant. En fait, ils sont noirs parce qu'effectivement, ils sont noirs, c'est-à-dire qu'ils ne transmettent pas la lumière visible, mais l'intérêt, c'est qu'ils vont transmettre la lumière dans l'infrarouge, donc un autre domaine de longueur d'onde. Et typiquement, ils vont pouvoir transmettre de la lumière vers 10 microns. Et 10 microns, vous savez que chaque corps qui est chauffé, qui a une température, on peut associer une certaine longueur d'onde. On émet de l'énergie, et donc on a une certaine longueur d'onde de radiation. Et là, quand on est à température ambiante, la longueur d'onde associée, c'est 10 micromètres. Donc c'est une longueur d'onde qui est très loin dans l'infrarouge, mais justement, c'est une longueur d'onde qui peut être perçue par ces verres de chalcogénure. Et c'est typiquement ces verres de chalcogénure qui vont être utilisés pour tous les systèmes de vision de nuit, par exemple. C'est ces verres-là. Et après, on peut faire d'autres choses plus... s'amuser aussi donc, autour de la silice, et plutôt que de modifier toute la composition du verre, on peut s'amuser à faire des compositions plus localisées avec des nanoparticules à l'intérieur. Voilà, donc ça, c'est un sujet, par exemple, sur lequel je travaille. Alors maintenant, il me reste combien de temps? 5-10 minutes? C'est bon, 5-10? Ouais. Bon, donc là, je vais aller assez vite donc maintenant sur toutes les applications, parce que maintenant, vous avez bien compris, enfin j'espère, la fibre optique. Donc la première application, ce sont les télécommunications électriques. Donc là, vous avez une ligne de télécommunications tout à fait standard, on va dire, qui est assez ancienne, avec que du câble de cuivre et donc que des transmissions électriques. Et donc l'idée, ça a été de remplacer progressivement chacun de ces lignes de cuivre par des fibres optiques. Donc là, là où c'est le système le plus facile pour remplacer ces lignes, c'est quand c'est des systèmes qui sont ouverts. Donc on part du central, on met un amplificateur entre centrales, on peut changer assez facilement, d'accord, c'est accessible. Voilà, donc là, la première utilisation premières mise en place des fibres optiques, c'est ici. Et donc le premier câble transatlantique a été développé en 1988, le premier câble transatlantique. Donc c'est pas si vieux que ça, il y a 30 ans. Et après, donc là je vous ai expliqué qu'il fallait réamplifier la lumière. Donc la première amplification, en fait, c'était une amplification électronique. On prenait de la lumière, on la convertissait en électricité, amplification électrique, et on retransforme ça en lumineux et on réinjecte après dans la fibre. C'était un petit peu long, c'était pas très bon pour les débits. Et 1987, dans un laboratoire, il y a deux groupes qui découvrent une fibre amplificatrice, donc on est capable directement d'amplifier au sein même de la fibre. Donc c'est une fibre avec une composition un peu spéciale, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 1987, donc c'est découvert dans les laboratoires, et vous voyez qu'en 1995, c'est déjà le système est mis en place dans un câble transatlantique. Donc en l'espace de 8 ans, on est passé de la manip de laboratoire, de la découverte de laboratoire, à la mise en place concrètement dans un câble transatlantique. Donc là, c'est vraiment un exemple d'utilisation très rapide de cette application. Alors pour imager, voilà quelques exemples de câbles. Donc là, vous avez un câble avec, donc là, c'est les brins de fibre optique qui ressortent. Donc il y a quelques brins de fibre optique à chaque fois par câble. Et vous voyez, tout autour, en fait, c'est juste de la structure pour renforcer essentiellement les propriétés mécaniques. Parce que vous imaginez que si vous mettez un cheveu de verre sur 6000 km, qui fait, forcément, ça risque de casser, quoi. Donc il y a une grosse partie du câble qui sert uniquement en fait, à renforcer les propriétés mécaniques. Donc ça, on va dire, ça correspond aux 80 km de fibre. Et puis après, il y a l'amplificateur qu'on voit ici. Donc le petit prince dirait que c'est un boa qui a mangé un éléphant ou quelque chose comme ça ressemble un petit peu. Mais voilà, donc ça c'est tous les 80 km, donc il y a un système comme ça qui va être développé. Et puis là, donc vous avez un bateau qui va venir donc, tout le long de la ligne pour déposer la fibre. Et ça, c'est la charrue qui va venir au fond sur le plancher océanique pour creuser, faire le trou, mettre le câble et ensuite venir recouvrir au fur et à mesure. Voilà, donc pour vous donner une petite idée, hop, mince. Voilà, donc là c'est une carte alors, bon, qui date d'il y a 10 ans, mais il y a quelques câbles en plus, mais d'où tout ce qu'on voit, les traits orange, correspondent aux fibres optiques qui sont installées dans des câbles transatlantiques. Donc il y a quelques câbles, et là il n'y a que les câbles océaniques, d'accord. Il n'y a pas tous les câbles de fibres optiques qui existent au niveau terrestre.
Alors maintenant, pour vous donner aussi une idée, ce qui est important, c'est quel est le coût d'une installation de fibre optique. Alors en 2015, il y a un câble transpacifique qui a été déposé entre le Japon et la côte ouest des États-Unis. Donc là, on est à 9000 km de câble. Et donc bon, vous voyez, ça permet d'avoir 1 milliard de conversations téléphoniques en simultané, donc il y a pas mal de débit dans ce câble. Mais ce qui est intéressant, c'est le coût estimé. On voit que pour les 9000 km de câble, on a 300 millions de dollars, qui ont été, c'est le coût estimé de la ligne, donc ce qui nous fait le kilomètre à 33 000 dollars. Alors si on regarde quel est le coût d'une fibre, juste la fibre de silice en elle-même, bah on est à quelques dollars du kilomètre. Donc ce qui va vraiment, ou même si on prend le câble sous-marin protégé, c'est-à-dire avec sa gaine, son armature, etc., on arrive à 1000 € du kilomètre, donc on est encore très loin des 33 000. Donc en fait, ce qui va coûter cher dans l'installation d'une fibre optique, c'est pas le coût de la fibre en elle-même, c'est vraiment toute l'infrastructure qui a développé autour. C'est le fait qu'il va y avoir du monde à employer, il va falloir creuser, il va falloir repérer avant, etc. D'accord ? Donc le coût, voilà, quand on vous dit que c'est cher, effectivement, c'est tout ce coût d'infrastructure qui va être important, notamment si vous pensez au coût d'infrastructure quand on va devoir installer la fibre à la maison. Bah, il faut aller faire des trous dans les murs, etc. Donc évidemment, ça a un coût. Donc ce n'est pas la fibre en elle-même qui coûte cher. Alors une petite question donc, si on prend un câble transatlantique donc, qui fait typiquement 6500 km, alors c'est toujours un peu le mariage des extrêmes, hein. Donc on a 6500 km d'un côté et puis on a un cheveu de verre qui fait 125 microns. Donc est-ce que vous avez une idée de la quantité de verre que ça représente? Alors vous avez des données. Vous avez le diamètre de la fibre, 125 microns, le diamètre du cœur, 8 microns, la densité de la silice, c'est 2,2 grammes par centimètre cube. Vous avez 10 minutes, et puis je relève les... Non, a priori, alors voilà, comme on est d'un côté 6500 km, donc mais par contre, 0,1 mm. Est-ce que vous avez une idée de la quantité de verre que ça peut représenter pour faire 6000 km de fibre? Un chiffre au hasard. En termes de 1 kg, combien? 1 kg, 3 tonnes, 500 000 tonnes de verre? J'ai pas. Ouais, c'est un petit peu plus quand même. Donc on est à peu près à 200 kg, 175 kg pour arriver à faire. Donc c'est un cube, donc vous voyez, ça fait un cube en fait qui fait 40 cm par 40 cm. Hein. Donc c'est quand même pas une quantité énorme de verre. Hein. Et typiquement, si vous regardez, c'est 3 fois les 3 baies vitrées comme ça qui vous permettent de faire la quantité de verre. C'est similaire à la quantité de verre pour faire une liaison transatlantique. Donc en termes de verre, on n'est pas du tout sur les mêmes marchés que Saint-Gobain, etc. Quoi, hein. C'est du verre haute technologie, mais on a des quantités qui sont beaucoup plus réduites. Alors, je vais finir avec ça. Donc là, on avait changé ça. Donc jusque dans les années 90, donc ça c'est typiquement la liaison transatlantique. Et puis après, évidemment, il faut arriver jusqu'à la maison. Donc là, c'est le programme qui est actuellement. Quand on vous propose d'installer la fibre à la maison, c'est ce qu'on appelle le FTTH, Fiber to the Home, où il faut maintenant venir maison par appartement, appartement par appartement, venir apporter la fibre. Donc ça c'est un processus beaucoup plus long, mais qui est actuellement en cours. Alors maintenant, quand on regarde tout ça, finalement, il ne reste plus que un petit bout de fil de cuivre, hein, ici, là. Donc on pourrait se dire quelle pourrait être la prochaine étape. Est-ce qu'on pourrait arriver jusqu'à la fibre encore plus proche de nous? Alors un élément de réponse. Voilà. Bon, okay. Ça vaut... Donc oui, on pourrait imaginer qu'on ait carrément la fibre qui arrive jusque dans les cheveux. Et là, ça serait vraiment le top. Alors je montrais ça. C'est pour ma fille. Mais en même temps, il s'est trouvé que l'année dernière, il y a 2 ans, on a eu cet article qui a été paru, dans lequel, alors là, vous avez des neurones, un neurone, et puis vous avez la gaine de myéline et son axone, là, donc, qui va permettre de le relier à un autre neurone. Et en fait, ces chercheurs se sont aperçus que la gaine de myéline, la structure de la gaine de myéline, donc on voit ici une section, en fait, permet de conduire la lumière. Et il se trouve par ailleurs qu'on sait que, alors on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, les neurones peuvent aussi émettre des impulsions de lumière. Alors, est-ce que, on ne sait pas, pour l'instant le lien n'est pas fait, on ne sait pas, est-ce que c'est un moyen de communication entre neurones, ça reste encore à démontrer, mais en tout cas après quand on se dit, tiens, j'ai une idée lumineuse, est-ce qu'on le savait déjà, est-ce qu'on l'avait déjà intuité, je ne sais pas. Bon, c'est en cours, mais finalement c'est peut-être pas si bête que ça d'avoir la fibre jusque dans la tête.
Après, bon, on utilise aussi les lasers à fibre de puissance. Je vais aller vite. Et puis, un grand domaine sur lequel je veux juste insister, c'est les capteurs. C'est qu'en fait, il y a tout ce que vous savez avec les télécommunications, même si on ne voit pas la fibre. Voilà, c'est associé. Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de fibres qui sont installées uniquement à titre de capteur. Donc là, par exemple, vous avez un pont, et tout le long du pont, là, vous avez des fibres optiques qui sont là. Alors, elles sont ici, là, à côté, dans le tube blanc, là. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va pouvoir réaliser des capteurs, alors typiquement des capteurs de tension ou des capteurs de contrainte, de température. Et ça, évidemment, c'est important pour tous les ouvrages d'art. Et donc là, pour l'expliquer très simplement, vous avez donc ici la fibre optique avec son fameux cœur où la lumière se propage. Et ce qui est matérialisé ici, c'est ce qu'on appelle un réseau de Bragg, enfin, peu importe son nom. L'idée, c'est que ça se comporte comme un miroir. Donc vous envoyez de la lumière dessus, et c'est un miroir un petit peu particulier, parce que plutôt que de renvoyer toutes les longueurs d'onde, toutes les couleurs comme le fait un miroir standard, ce miroir-là ne renvoie qu'une seule couleur. Donc c'est pour ça que j'ai mis, voilà, on envoie toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, on a le vert qui est réfléchi ici, et puis toutes les autres couleurs qui sont transmises. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la couleur qui va être réfléchie dépend de l'espace entre ces éléments. Et donc du coup, vous imaginez maintenant que si jamais vous mettez ça dans un pont et que le pont est en train de bouger, ou si jamais il y a aussi un échauffement en température, il y a aussi cet effet de dilatation qui va apparaître. Donc du coup, l'écart qui est entre ces plots va changer, et donc la couleur qui va être réfléchie ne sera plus la même. Et donc du coup, en contrôlant la couleur qui va être réfléchie, on est capable de dire, attention, il y a le pont qui est en train de bouger, il faut peut-être arrêter la circulation, etc. Donc c'est une utilisation très importante. De l'éclairage, évidemment, la fonction première de la fibre optique, c'est de transmettre de la lumière. Et de plus en plus, il y a ce genre de systèmes qui sont développés. Donc là, ce que vous voyez ici, ce n'est pas des panneaux solaires, hein, donc là, vous avez des lentilles, donc on appelle des lentilles de Fresnel, qui vont permettre de venir concentrer la lumière pour arriver sur des fibres optiques ici. Et après, les fibres optiques, là, ce qu'on voit ici, ce n'est pas des ampoules, mais c'est toutes les fibres optiques qui ont permis d'apporter de l'éclairage à l'intérieur d'une pièce. Donc ça, c'est envisagé pour, par exemple, il y a plein d'endroits où on ne peut y aller on y va éventuellement que la journée. Donc ça peut être un apport de lumière dans ces celles-là, en plus de l'éclairage traditionnel. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas mal développé. Là, on a du béton à l'intérieur duquel on a mis des fils, donc ça permet pareil, on ne voit pas complètement au travers, mais ça laisse quand même passer de la lumière, donc ça peut avoir un intérêt. Bon, les fibres plastiques, donc ça vous connaissez. De plus en plus, les fibres plastiques sont aussi utilisées pour transporter de l'information dans les avions et dans les voitures. Donc soit pour juste des connecteurs, donc transporter, relier un peu, alors c'est plutôt ici, on a un élément électronique et puis après on va transporter de l'information. Ou aussi, ce qui est de plus en plus envisagé, c'est d'avoir non plus, par exemple, imaginez quand vous avez les plafonniers dans la voiture, chaque plafonnier c'est une ampoule individuelle. Ce qui est de plus en plus proposé aussi, c'est d'avoir une seule source de lumière et avec des fibres de venir en termes de plafonnier. Voilà, donc double utilisation. Et puis dernière application, enfin pas application, mais donc là ce que je vous ai dit, donc on travaille sur des fibres, ça fait des années qu'on travaille dessus. C'est de la silice, on a besoin d'eau de pureté, il a fallu réfléchir au système de guidage, etc. La silice, ça se travaille à très haute température. Et toujours pareil, il y a une dizaine d'années, il y a cet article qui a été publié dans Nature où ils ont donc observé donc, cette éponge donc, qui, elle, vit à 50 mètres de profondeur, donc il n'y a quasiment plus de lumière, il n'y a plus que 1% de lumière. Et ce qu'on voit au pied de l'éponge, là, ici, c'est ce qu'on appelle des spicules. Et quand on regarde la structure des spicules, en fait, voilà, vous avez une section ici, et en fait, on retrouve exactement ce qu'on a dans les fibres optiques, c'est-à-dire une structure de cœur. La partie centrale qui a un indice de réfraction, le fameux indice qui devait être plus élevé que le tour, c'est ce qu'on voit ici. Au milieu, on a un indice qui est plus élevé que la partie qui est tout autour. Donc voilà, donc spontanément, l'éponge est capable à 50 mètres de profondeur de faire sa structure de fibres, a déjà trouvé cette solution pour capter, avoir un maximum de collection de lumière. Voilà, donc pour finir, voilà, donc je vais montrer que la fibre optique, c'est, vous avez compris maintenant ce que c'est que cette histoire de guide d'onde, qu'il y a énormément d'applications qui sont visibles, en tout cas pour lesquelles on associe la fibre optique avec télécommunications, etc. Mais il y a aussi toute la partie d'application
qu'on ne connaît pas, mais en particulier les capteurs, donc qui est encore plus présente dans notre quotidien qu'on ne peut l'imaginer. Et puis j'aime bien aussi cet exposé parce que en refaisant l'aspect historique, ça montre que c'est vraiment un exemple de recherche long, quoi. Et voilà, ça prend son temps, et on développe au fur et à mesure, mais c'est quelque chose qui s'est développé, c'est pas quelque chose qui est intervenu. On a l'impression que Internet a éclos comme ça en un coup, en un claquement de doigts. Il y a toute une histoire derrière qui a permis effectivement à un moment d'arriver à ceci. Et juste pour finir le clin d'œil, donc il y a quelques semaines, il y avait le Festival du livre à Montsartou, donc une petite ville vers Grasse, et le slogan c'était « À nous la liberté », et donc je propose de le remplacer par « À nous la fiberté ». Enfin, tout est possible avec la FIM maintenant, il n'y a plus d'interdit, c'est évident. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions, j'espère pouvoir y répondre.